Bienvenue à tous dans l'acte 4 du Forum Méditerranée du futur, une édition qui a pour titre cette année 1720-2020. C'est de la peste au Covid, 300 ans de résistance aux pandémies en Méditerranée. Nous allons tout au long de cette journée échanger justement sur ce passé, cette pandémie du passé, voir quelles sont les leçons qu'on pourrait en tirer avant de faire le point sur l'actualité et sur aussi la situation sanitaire un peu partout dans certains pays, avec surtout des scientifiques de renommée internationale. Tout de suite, le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de microbiologie. Politique, donc n'attendez pas que ce soit politiquement correct. Marseille a une situation particulière qui a fait que son degré de préparation était bien supérieur à celui de toutes les villes de France et probablement la plupart des villes d'Occident. Parce que Marseille est exposée à la croisée des chemins du Sud et de l'Orient aux épidémies depuis l'existence même de Marseille. Donc ce n'est pas une épidémie que nous avons vécue. La plupart des épidémies qui sont rentrées dans le nord de l'Europe sont passées par Marseille et par Gênes. Donc c'est les villes, Marseille, Gênes et Venise, qui ont inventé les lazarets, qui étaient les endroits dans lesquels on mettait les patients infectés et qui a participé à inventer la quarantaine. Je vous le dis d'ailleurs, la quarantaine, le sens de la quarantaine n'a aucun sens. C'est un sens mythique, pas plus que les 14 jours. C'est des mythes, les 14 jours étant dérivés du mythe de la quarantaine. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un sens biologique, ce n'est pas un sens scientifique. Mais nous savons que ça peut arriver. Et dans l'histoire, il y a deux choses qui bouleversent les sociétés de manière significative. Les guerres et les épidémies. Les pandémies de cette nature ont bouleversé les sociétés. Parfois, d'une manière étrange, d'une façon positive. Et très grands historiens comme Toynbee sont penchés sur ce phénomène. Par exemple, il n'y aurait probablement pas eu la Renaissance s'il n'y avait pas eu la grande peste du Moyen-Âge qui avait libéré des espaces considérables et qui a amené un dynamisme de remplacement qui a permis l'expansion de l'Europe à cette époque-là. Donc les choses sur l'histoire sont complexes et les leçons qu'on en tire dans l'immédiat et ce qui se passe ultérieurement est différent. Les leçons que j'ai prises dans cette épidémie, c'est d'abord j'avais écrit il y a 20 ans, pas tout à fait, 17 ans, pour le ministre de la Santé et le ministère de la Recherche de l'époque, un pavé de 450 pages. Et moi, j'écris tout seul. Je ne fais pas écrire par un énarque à ma place. Donc ça m'a pris du temps. En leur disant qu'il fallait construire ce que j'appelle maintenant des forts lavauban, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait 6 ou 7 endroits dans lesquels on puisse préparer, comme pour une guerre, puisque c'est les éléments qui déterminent les changements sociaux profonds, l'équivalent, c'est-à-dire préparer, c'est tous, on dit qui vis pacem par bellum, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre, et donc il faut préparer des gens. Et je pense que la lutte contre les épidémies est un domaine régalien. Dans ce pays dans lequel, à la fois, on est incroyablement contraignant sur le plan de centralisation, on est aussi incroyablement naïf sur le plan de la gestion locale. Vous ne pouvez pas demander aux différents hôpitaux qui sont pour la moitié des CHU en faillite de prioriser des priorités nationales dont on ne sait pas à quelle échéance elles vont se trouver. Donc c'est l'État qui doit dire, écoutez, je veux que vous soyez prêts pour une situation de cette nature, parce que sinon nous ne serons pas prêts. Et on le voit bien, nous, à partir du premier jour, on rendait les résultats dans la journée, et actuellement, on nous promet qu'éventuellement, en France, on nous la rendra dans les 24 heures à partir du 15 janvier. Donc c'est montrer l'état d'impréparation. Mais ce n'est pas que dans ce pays qu'on a été impréparé. Si vous regardez aux États-Unis ou en Angleterre, on a fait des essais thérapeutiques sans faire de diagnostic. C'est-à-dire que les protocoles thérapeutiques ne comprenaient pas l'obligation de faire un diagnostic par PCR parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc le degré d'impréparation et le degré de coordination en Europe est effrayant. Moi, mes amis africains ne pouvaient pas penser inclure un patient dans une étude sans faire une PCR parce qu'ils ont appris la médecine. Vous voyez, donc on voit bien la première chose, plus personne ne sait ce que c'est qu'une épidémie. Je regrette que Mouyembe, pour qui j'ai la plus grande admiration, ne puisse pas venir, parce que c'est l'homme qui a le plus d'expérience sur les épidémies au monde. Il a lutté contre 4 épidémies d'Ebola, il a fini par
arrêté son premier travail, c'est d'arrêter l'épidémie de variole au Congo. Il a lutté contre 3 épidémies de choléra. C'est le co-découvreur de la maladie d'Ebola, qu'il a découvert dans des conditions tout à fait extravagantes. Il sait ce que c'est qu'une épidémie. Donc on ne dirige pas la lutte contre les épidémies. Je m'excuse pour les autres interlocuteurs de Bruxelles ou d'un bureau à Genève. On fait ça avec des gens qui, sur le terrain, ont une idée de la manière dont on réagit. Ça, c'est un premier point. Donc on a un retard dans l'organisation qui est spectaculaire et dont il faudra bien tirer le leçon. Le deuxième point qui est on a incontestablement, et là il faut être lucide, il ne faut ni être paranoïaque, ni être un gamin. Actuellement, ce qui dirige la thérapeutique dans le monde, ce n'est plus les médecins, ce n'est pas les États, c'est l'industrie pharmaceutique. Et donc il faut réfléchir. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas rentable, personne ne paye dans les pays européens. En Afrique, ils s'en foutent, ils ne sont pas touchés par les grands vendeurs de médicaments, donc ils le font eux-mêmes. Donc il y a une vraie question qui est, écoutez, est-ce que vraiment maintenant la thérapeutique ne peut être mise au point que avec des molécules nouvelles et avec l'industrie pharmaceutique? Et la réponse est non, parce que ça c'est une immense naïveté. La chimie n'obéit absolument pas aux règles de notre fonctionnement habituel, de la découverte technologique permanente. Les molécules chimiques sont éternelles. Une fois qu'on les a découvertes, elles sont là pour tout le temps. On ne va pas... Et donc, nous avons un patrimoine de molécules chimiques absolument considérable, dont, pour beaucoup d'entre elles, sont d'origine naturelle et ont des actions multiples qui n'ont pas été évaluées et qui ne pourront pas l'être parce qu'elles ne sont pas rentables, parce que notre système est basé sur un brevet qui s'épuise au bout de 20 ans. Et donc, les vieilles molécules, on essaie de les foutre à la poubelle parce qu'elles ne rapportent plus rien. Elles sont toutes fabriquées en Inde. Donc, il y a une vraie question d'évolution du modèle. Les antibiotiques n'ont pas été inventés par les hommes pour lutter contre les infections. C'est un truc qui a 3 milliards d'années, des microbes qui se battent entre eux. Ça ne sert pas qu'à une chose. Ça sert à plusieurs choses. On les découvre tous les jours, mais qui va tester ça si nous avons délégué toute l'évaluation thérapeutique à des gens qui développent de nouvelles molécules? Vous devez vous poser cette question, c'est une vraie question. C'est une question de fond. Comment utilise-t-on, et là émerge toute une quantité de molécules qui ont une activité sur le virus au laboratoire, qui devraient pouvoir être testées, mais personne ne va payer ça. Et ensuite, nous rentrons dans le fait que, puisque les essais thérapeutiques sont financés et drivés et écrits, et les papiers qui en ressortent sont écrits aussi par l'industrie pharmaceutique, et là en l'occurrence c'était une quasiment exclusivement, eh bien vous ne pouvez quand même pas vous attendre à ce que vous ayez une lucidité totale sur le domaine. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas ni complotiste ni paranoïaque, mais je ne suis pas idiot non plus. Quand à la fin, l'Europe achète pour 2 milliards d'un médicament dont tout le monde sait depuis mai, parce que ça a été publié dans la plus grande étude randomisée que ça ne marche pas, vous avez le droit de dire, écoutez, il y a quand même un problème. Quand nous sommes dans un pays dans lequel on trouve que l'hydroxychloroquine, qui est commercialisée depuis 70 ans et que 2 milliards de personnes ont pris, est hautement toxique et tue 10% des gens, si vous voulez, d'abord, les gens qui le croient ont un problème mental et qui n'est pas résolu. Je l'ai dit, je pense que c'était une bouffée délirante et je regrette que l'analyse de ça n'ait pas été faite en disant comment on a pu se faire leurrer à ce point. Vous savez, l'hydroxychloroquine, ça se délivrait sans ordonnance l'année dernière. D'accord ? Et il s'était distribué 32 millions de comprimés d'hydroxychloroquine. Et brutalement, en 2020, ça tue 10% des gens. Il y a des gens qui croient ça. Et qui croient ça à l'OMS, et qui croient ça au gouvernement, et qui ne reviennent pas en arrière. Mais comment c'est possible? Vous êtes fous, c'est pour ça que les Africains ne les croient pas. Les Africains, ils ont commencé à rigoler quand on a pris une décision de dire il faut arrêter ce médicament qui est terrible, ça va tuer les gens, mais vous êtes fous. Enfin, tous les gens qui sont en Afrique ont pris de l'hydroxychloroquine. Et là, on parlait de 10 jours de traitement. Quand on était en Afrique, moi, quand j'étais petit, je mangeais tous les jours de la chloroquine. Tous les jours, il y avait un pot sur la table. Le matin, on prenait un comprimé de chloroquine. On prenait ça pendant des années. Enfin. Donc, comment est-ce que ce mensonge énorme a pu passer? Et comment, dans cette situation de tension et d'absence complète de contrôle, de réflexion sur l'information, on est dans un problème de crédibilité monstrueuse, puisque les 2 meilleurs journaux du monde ont publié des horreurs qu'ils ont dû rétracter dans le mois qui a suivi. C'est inouï. C'est-à-dire que le Lancet a publié un papier qu'ils ont rétracté avec honte
en disant non, mais on s'est fait leurrer avec cette histoire d'hydroxychloroquine. Quant au New England, c'est devenu un organe de publicité pour celui qui a essayé de vendre des médicaments et qui a réussi à le faire à l'Europe quand même, hein, et aux États-Unis. Donc, cette crise de crédibilité de notre monde, comment on va en sortir? La leçon, là, de ce que nous sommes en train de prendre, c'est-à-dire nous n'avons pas, contrairement à la guerre, nous n'avons pas, et là, de généraux, d'organisations, d'endroits dans lesquels se concentre la connaissance. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne, il y a au moins 2 endroits, à Hambourg et à Berlin, d'où sont venus les premiers tests, l'organisation et une structure de référence à laquelle on peut s'appuyer. Ça n'existe plus. L'Institut Pasteur n'est plus un institut de recherche sur les maladies infectieuses. Il n'y a plus de malades, il n'y a plus d'épidémiologie, il n'y a plus de laboratoire de diagnostic. Vous ne l'avez plus. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu à toute force en construire un, pour qu'au moins en France, il y ait une référence, mais comme cette référence n'est pas exactement à côté des centres de décision, ça pose des problèmes. Mais pour savoir si c'est une référence, vous n'avez qu'à regarder sur Internet, tout le monde peut regarder qui fait quoi et qui est qui. Enfin, c'est simple comme chose. Donc, nous avons plusieurs problèmes qui se révèlent. Un, les épidémies existeront toujours, elles sont consubstantielles aux êtres vivants qui se disputent les uns les autres, qui se multiplient comme ils peuvent, et donc il y en aura d'autres. On était sorti des 2 plus grandes épidémies du XXe siècle, c'est-à-dire le sida et l'hépatite C, qui ont été des épidémies épouvantables, des épidémies nouvelles. Je ne parle pas de celles qui continuent à tuer, comme le paludisme et la tuberculose. Bien, nous en aurons d'autres au XXIe siècle. Et on voit bien qu'une partie de ce que je crois être une surréactivité par rapport à ce phénomène montre qu'en réalité, la leçon qui sera prise avec un peu de lucidité, au moins j'espère que cette lucidité arrivera, sera que nous ne sommes pas préparés, ni intellectuellement, ni techniquement, et il faudra bien réfléchir et se préparer. Je vous donne un autre exemple politique. C'est bien, chacun fait ses choses, et moi je ne reproche pas aux politiciens leurs décisions, je ne serais pas capable de les faire, mais l'histoire et la connaissance devraient aider à prendre des décisions. Je vous en donne un exemple. Quand nous étions en pleine épidémie, en mars-avril, nous fermons nos frontières. Personnellement, je ne vois pas à quoi ça servait de fermer nos frontières au moment où on était au pic de l'épidémie, parce qu'ils n'allaient pas nous en donner en plus, on en avait assez. Et éventuellement, c'était plutôt ceux qui n'en avaient pas qui auraient dû dire, écoutez, ne nous envoyez pas les gens chez nous. C'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, par exemple, nos malades à nous sont allés en Afrique emmener le virus. C'est nous qui avons envoyé le virus, pour un pays que je connais bien, avec qui je travaille beaucoup, au Sénégal. C'est les Français. C'est marqué, et donc Souleymane Boub, qui teste tous les gens qui arrivent à l'aéroport, ben voilà, les Français emmènent le virus au Sénégal. Et puis nous n'avons plus de cas. On arrive là en mai, il n'y en a plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est logique, on ouvre nos frontières vers les pays qui sont en pleine épidémie. Comme ça, on a une deuxième épidémie. D'accord? Vous regardez ce qui s'est passé en Chine, à Taïwan, il n'y a pas le rebond, l'histoire du rebond, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une deuxième épidémie, ce truc. On ouvre les frontières, au moment où on n'a plus d'épidémie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une deuxième épidémie, et qui revient parce que c'est Marseille, par bateau, comme d'habitude, et donc c'est les bateaux qui ramènent une épidémie qui commence fin juin, en juillet, et on voit que c'est une nouvelle épidémie, parce que quand on l'analyse, même si les gens ont besoin d'un peu de temps pour réaliser, parce qu'ils n'ont pas les données, et donc quand vous n'avez pas les données, c'est facile de dire que ceux qui les ont se trompent, mais ce sont des nouveaux génotypes, et de nouveaux génotypes qui viennent d'Afrique au départ. Donc en pratique, c'est un modèle qu'on connaissait à Marseille quand on a inventé la quarantaine avec le Frioul. C'est que les pays qui viennent avec un bateau de zone épidémique, on fait attention, on ne les fait pas rentrer dans une zone où il n'y a pas d'épidémie. Une fois que l'épidémie est là, un peu plus, un peu moins, on ne verra pas la différence. Vous voyez, tout ça, ça veut dire que la leçon de l'histoire, en particulier la différence entre la quarantaine et le lazaret. Le lazaret, on y met les gens dont on a fait le diagnostic. La quarantaine, c'est les gens dont on suspecte qui pourraient être malades, mais dont on n'a pas la certitude qu'ils sont malades ou porteurs. Bien, ces données-là, qui ont été en partie inventées à Marseille, bien entendu, ont laissé une trace que nous avons encore. Donc, je pense qu'il y a plusieurs leçons. Arrêter les molécules qui ont été identifiées, pas découvertes, identifiées par l'homme. La plupart, que ce soit la quinine ou l'hydroxychloroquine, c'est jamais des modifications, un extrait de plante du quinquina. Ceux qui soignent tous les paludismes du monde, c'est un extrait de plante trouvé par les Chinois sous Mao Tse-tung. Tout ça n'est pas
ne croyez pas que tout ce que nous utilisons pour soigner les gens est sorti de la high-tech, c'est pas vrai. Donc il faut utiliser notre patrimoine chimique accumulé depuis 1 siècle et demi de ces molécules, il faut l'utiliser entièrement, il faut que l'État se substitue ou trouve un modèle économique compatible avec nos règles économiques, en donnant de l'argent aux gens qui seront capables de le développer et de gagner de l'argent avec, ou bien alors c'est l'État qui devra investir d'une manière systématique sur les produits qui ne coûtent rien, que personne d'autre ne peut développer que l'État. Donc je pense que ceci est plein de leçons. N'oubliez pas le terrain, c'est la description pratique par les gens qui observent les gens qui changent la nature des choses. Si on les garde à la maison, comme on a fait un temps à Marseille, en France, pas à Marseille, hein, on ne peut pas observer les gens, et y compris on ne peut pas réaliser ce que nous appelons les soins courants, c'est-à-dire donner de l'oxygène aux gens, regarder s'ils ne sont pas en train d'avoir une hypercoagulation avec un risque d'embolie pulmonaire. L'idée que l'on pouvait déduire, qui est encore une idée technocratique, que l'on pouvait déduire, vous savez comment les décisions ont été prises sur cette maladie que personne ne connaissait. N'importe quel médecin de bon sens dit « Attendez, je vais en observer une cinquantaine et puis je saurai ce qui se passe ». Là non, on a pris le plan 2017 de l'épidémie de grippe et on l'a transposé. Simplement, ce n'est pas la grippe. C'est pas la grippe parce que ça ne donne pas 40 de fièvre, et donc vous ne le reconnaissez pas comme ça. C'est pas la grippe parce que l'insuffisance respiratoire n'est pas précédée d'une sensation d'étouffement comme elle est dans la grippe. Le passage au moment avant la détresse respiratoire n'est pas perçu par le malade dans la plupart des cas. Donc ce n'est pas le malade qui peut le décider. C'est pour ça qu'on a fait introduire le fait que les malades puissent regarder eux-mêmes leur saturation d'oxygène. D'accord ? Et quand vous êtes en dessous de 95, il faut vite filer à l'hôpital parce que vous passez vite de 95 à moins de 90 et là vous êtes dans une insuffisance respiratoire. Les problèmes de coagulation non plus, ça n'existe pas dans la grippe, ces problèmes-là. C'est une maladie nouvelle, différente, donc on commence par un round d'observation, on lit et on fait ce qu'ont fait ceux qui ont pris la première vague, qui sont les Chinois, qui ont fait de la médecine. Et ils ont fait de la médecine avec une leçon qu'on doit entendre, dont, et je finirai par ça, leur première publication sur la thérapeutique et dit « Nous ne faisons pas de placebo parce que ce n'est pas dans la nature de notre morale de ne pas soigner les gens. » Et je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vous en prie.